L'écoute, un outil précieux aux soignants. Carole Tizy, infirmière, Lyon. Au cours des 3 années de ma formation d'infirmière, les étudiantes ont été sensibilisées à l'importance de l'écoute du patient dans notre pratique professionnelle. En effet, celle-ci paraît être une évidence pour bien soigner et contribuer à la bienveillance due à la personne. Et pourtant, en donner une définition précise et y associer une conduite à tenir n'est pas de toute aisance, tant l'écoute est complexe et relative à chaque situation. Au fil de mes études, je me suis rendu compte combien cette écoute est à la fois précieuse et difficile. Je la qualifie de précieuse dans le sens où elle m'a semblé souvent être ce que j'avais de mieux à donner aux patients et où, sans elle, la relation n'aurait sans doute pas été de la même qualité. Mais je la vois aussi difficile car elle peut parfois nous faire éprouver des sentiments peu agréables auxquels nous sommes peu préparés, notamment le sentiment d'impuissance. Elle demande également une ouverture vers l'autre et ce, malgré la fatigue, le stress et les contraintes du lieu d'exercice. À l'aube de ma vie professionnelle et à l'heure des premières expériences, il me revient en mémoire quelques situations qui m'accompagnent. Elles me rappellent l'importance et le sens de notre présence et de notre écoute auprès des personnes que nous accompagnons. Le poids de la présence. Je me souviens de Monsieur G, un patient d'une soixantaine d'années venu dans le service suite à des douleurs intenses induites par un cancer hépatique métastasé à divers organes. Le stade de sa pathologie indiquait qu'il était en fin de vie. Divers traitements ophtalmiques avaient été mis en place, mais ses douleurs persistaient. Cet après-midi-là, je me trouvais dans la salle de soins avec l'infirmière qui m'encadrait lorsque Monsieur G vient directement à notre rencontre. Il était en pleurs et nous demanda s'il pouvait s'asseoir avec nous. Il s'est donc installé sur une chaise en nous disant: Comme ça, je me sentirai un peu moins seul. Il nous a fait part de ses douleurs en nous exprimant que c'était inhumain de rester comme cela. Je ne doutais pas de ses paroles, mais j'avais l'intuition qu'il cherchait surtout notre présence. Nous nous sommes assis à ses côtés et lui avons demandé ce qui pourrait le soulager. Il pensa que des vessies d'eau chaude lui feraient peut-être du bien. Je l'ai donc raccompagné dans sa chambre avec le matériel nécessaire. Je l'ai aidé à s'installer et s'est tout de suite mis en position fétale en serrant très fort les vessies d'eau chaude tout contre lui. J'étais quelque peu désemparée car je ne savais pas que lui dire. Je l'ai incité à parler de ses douleurs. C'est là que j'ai pu confirmer que celle-ci n'était pas l'unique cause de son mal-être car il me confia: J'ai mal, mais j'ai surtout peur pour la suite. Après quelques silences et paroles, il s'arrêta de pleurer et me remercia pour mon écoute. Je suis sortie de la chambre en ayant le sentiment de l'avoir quelque peu apaisé sans avoir vraiment fait de soins concrets. Ce qui m'a interrogée dans cette situation, c'est que Monsieur G n'a pas sonné de sa chambre pour nous appeler, mais est venu directement nous chercher dans la salle de soins. Peut-être avait-il peur que nous ne prenions pas le temps de rester auprès de lui. C'était comme s'il avait besoin de s'exprimer, de faire entendre sa souffrance et ses inquiétudes, de nous montrer qu'il était là et qu'il avait besoin de nous. Avec le recul, il me semble que si j'avais essayé de rassurer Monsieur G en lui disant, comme nous l'entendons souvent: Ne vous inquiétez pas, ça va aller, il n'aurait pas pu s'exprimer comme il l'avait fait, car ce type de réponse laisse finalement peu de place à l'échange verbal. Et si j'avais voulu à tout prix combler les silences et le faire parler sans aller à son rythme et en voulant lui faire dire plus que ce qu'il avait envie de dire,
la qualité de la relation n'aurait certainement pas été la même. Il me semble nécessaire de trouver un juste équilibre entre aller à la rencontre du patient et laisser ce dernier venir à soi. Il m'est difficile de dire précisément ce qui a été si riche dans notre échange. Bien sûr, les mots avaient une importance, mais au-delà, c'était toute une émotion qui les engloutait et leur donnait une intensité. D'ailleurs, bien que déstabilisants, les silences de Monsieur G étaient loin d'être vides et prenaient tout leur sens de façon évidente. Certes, je n'ai pas soulagé Monsieur G autant que je l'aurais souhaité, et mon attitude m'est apparue malhabile, mais je suis quand même restée. Et il me semble que c'était pour cette présence que ce patient m'a remercié. Une présence qui montre à la personne que nous ne fuirons pas devant sa douleur et ses paroles, et que nous ne l'abandonnerons pas, quel que soit l'état dans lequel il se trouve. La violence des mots. Une autre rencontre m'a alertée sur la complexité de l'écoute et notamment sur la réaction spontanée qu'elle peut engendrer chez le soignant. Nous étions dans un foyer accueillant des personnes sans abri, essentiellement des hommes. C'était la période grand froid, et un homme avait été amené au foyer par le SAMU social. Il avait été difficile de lui faire accepter de venir. Il s'était donc mis dans un coin de couloir à distance des autres personnes. Avec l'infirmier qui m'encadrait, nous sommes passés devant lui pour rejoindre l'infirmerie. C'est alors qu'il m'interpelle en me demandant ce que je viens faire ici. Je lui explique donc que je suis étudiante infirmière et que j'effectue un stage en ce lieu. Il me répond d'un ton sec, provocateur. Et alors, vous êtes contente? Vous avez vu des singes en cage? Sa question m'a tellement surprise et démunie que je ne me souviens même plus de ma réponse. Je me rappelle seulement à quel point la violence de ces mots m'avait quelque part touchée dans mon ego de soignante. En effet, ma première réaction était offensive, car je me suis dit au fond de moi, mais attendez, je suis là pour vous aider et non pour faire du voyeurisme. Cependant, la souffrance de cet homme devait être tellement perceptible à travers ses paroles, son regard et son attitude, que j'ai compris par la suite que sa question était sa manière de me dire à quel point il se sentait comme un simple cage dans cet endroit. Après coup, cela me semblait bien plus clair. Et pourtant, je n'avais pu percevoir en premier lieu que l'agressivité de cette personne. Celle-ci ne m'était pourtant pas forcément destinée en tant que soignante, mais elle m'a tout de même repoussée. Il m'a été difficile d'écouter et de comprendre le sens sous-jacent de cette métaphore, mais également de me décentrer de moi-même en prenant recul sur mes émotions, pour ensuite pouvoir regarder la souffrance de cet homme. Je ne sais pas ce qu'il cherchait à provoquer comme réaction de ma part, mais peut-être préférait-il de toute manière que je sois repoussée par lui plutôt qu'indifférente. Était-il important pour lui de s'adresser à une femme parmi tous ces hommes? Voulait-il, à travers ses mots à lui, faire comprendre toute la violence de la rue? En pareil cas, une difficulté est à travailler. Comment tenir pour ne pas être d'emblée repoussé par cette violence afin d'écouter l'autre? Il est possible que l'expérience amène au fil du temps à mieux écouter à travers la brutalité des émotions, à mieux la déchiffrer, la décoder. Les difficiles compromis. Bien sûr, je me suis vite rendu compte de l'exigence qu'implique cette écoute et des difficultés qu'elle représente pour les soignants.
Il est certainement utopique d'exiger d'un infirmier qu'il puisse être capable d'une écoute optimale à tout moment, et pour chacun de ses patients, quelle que soit la situation. De plus, la charge de travail dans certains services, le manque de temps et de personnel, ou encore l'indisponibilité et la fatigue psychologique sont des problèmes fréquemment soulevés et qui peuvent renvoyer aux soignants une sorte de frustration et de souffrance face à l'image du bon infirmier qu'il aimerait être. Lors de mon premier poste, infirmier en service de post-urgence psychiatrique et médicale, je me souviens d'une situation particulièrement stressante et frustrante. Nous devions normalement être 2 sur mon secteur, mais ma collègue était partie plus tôt pour raisons personnelles. Et la relève, avec ma collègue de l'équipe de nuit, était dans une demi-heure. Essayant de me dépêcher pour finir tous les soins, je constate qu'une des patientes a de la température et des sueurs. Après en avoir référé au médecin, celui-ci me demande de réaliser un ensemble d'examens assez rapidement. Prise de sang veineuse et artérielle, perfusion, examen des yeux, etc. Je m'installe donc dans la chambre de la patiente pour réaliser des prélèvements artériels. Mais, n'étant pas encore très à l'aise avec ce soin, je tente de faire le vide et de me concentrer. Cependant, la voisine de chambre, extrêmement angoissée, commence à me poser une série de questions de façon très logorrhéique. Pourquoi moi je n'ai pas de prise de sang? C'est normal que j'ai pas les mêmes médicaments? Stoppant plusieurs fois le soin pour lui expliquer qu'elle n'a pas la même pathologie que sa voisine et donc qu'il est normal qu'elle n'ait pas le même traitement, je lui demande au bout d'un moment de ne plus me déconcentrer, mais enfin. Afin de m'appliquer sur la technicité du soin, j'ai dû faire abstraction de ce qu'elle me disait. Je voyais bien que l'angoisse montait en elle et que c'était sa façon de m'interpeller. Cependant, le temps passe, ayant les autres patients à voir pendant le quart d'heure restant, je ne suis pas retournée auprès d'elle pour en reparler. Et je n'avais, je pense, plus la disponibilité psychologique pour le faire. Non seulement je n'ai pas eu l'écoute nécessaire pour cette personne qui en avait besoin, mais je n'ai pas non plus pu être suffisamment disponible pour la patiente dont l'état s'aggravait et pour les autres patients qui m'attendaient. Je suis partie du service très insatisfaite de mon travail, ayant même le sentiment d'avoir été maltraitante. J'ai su percevoir la détresse de cette femme qui était manifeste, mais je n'ai pas su lui donner une réponse vis-à-vis des circonstances dans lesquelles je me trouvais. Où se trouve la priorité dans ces moments de surcharge où chaque acte finit par être enchaîné au plus vite, en un minimum de temps, afin de pouvoir accomplir l'ensemble du travail? Faut-il passer ce chemin devant un patient qui nécessite un instant d'intention supplémentaire, tout en sachant que les autres patients attendent également leurs soins? Ainsi, une question continue aujourd'hui encore à me poser problème. Comment s'adapter et organiser son travail en décidant des priorités, en sorte de pouvoir écouter au mieux le patient et préserver cet espace d'échange indispensable. Mais aussi, comment faire avec et supporter le compromis inévitable dès lors qu'il s'agit de soigner non pas une, mais plusieurs personnes dans un espace donné. Cela amène également à prendre conscience aussi du rôle de l'équipe. Ce qu'on n'aura pas pu accorder à la personne à un moment donné pourra l'être plus tard par un collègue. Le travail en équipe consiste à porter ensemble le sens d'un agir soignant et d'un accompagnement. Garder à la personne sa singularité. Si je reprends l'exemple avec Monsieur G, l'écouter était aussi lui dire qu'il ne se réduisait pas à un cancer, mais qu'il était bel et bien un homme qui a encore toute sa place parmi les autres. Et ce, jusqu'au bout de sa vie.
La perception qu'a le patient de sa maladie est aussi importante que la maladie en elle-même. Elle rend au patient sa singularité. Bien qu'elle soit nécessaire pour recueillir des informations, ce serait réduire l'écoute à ne la considérer que dans une perspective utilitariste, alors qu'elle est vectrice d'humanité. Finalement, il me semble que lorsque j'écoute une personne, j'accepte d'aller à sa rencontre, d'entrer dans sa propre vision d'elle-même et sa perception de la vie, tout en sachant rester moi-même sans me confondre avec elle. C'est peut-être aussi, parfois, servir de miroir en lui renvoyant son reflet à travers moi, afin de l'aider à trouver la force et les ressources qui lui sont nécessaires. Il ne faut pas oublier que si le ressenti du patient n'est pas écouté et que le malade est seulement vu comme un organe à réparer, cela peut vouloir dire qu'il n'a plus d'intérêt à nos yeux et réactive, dans un cercle vicieux, une demande d'attention qui n'est pas honorée. Par ailleurs, le danger serait d'éloigner le soignant de son objectif qui est de mettre le patient au cœur du soin. Je ne sais pas s'il est possible de dire que l'écoute est la priorité dans le soin, mais elle doit certainement avoir place à un moment ou à un autre.